Dresch se procure un rapport top secret de l'armée sud-africaine au président Mandela, déclarant que les stocks du projet Coast ont été détruits. Mais il découvre aussi que quelques mois après l'envoi des lettres contaminées, un ancien scientifique du projet Coast, Dan Goossen, a tenté de vendre à Washington ces germes qui avaient été soi-disant jetés à la mer. Le deal, c'était que Goossen devait recevoir 5 millions de dollars et qu'il livrerait la cache secrète où se trouvent les stocks de bioarmement du projet Coast, parmi lesquels il y aurait environ 70 souches du bacille du charbon, dont plus d'une douzaine seraient extrêmement virulentes. Des tractations de haut niveau s'engagent avec des agents du FBI et de la CIA, puis s'interrompent au dernier moment. En utilisant Dresch comme source, Sam Saul révèle l'affaire en Afrique du Sud. La raison pour laquelle les Américains ont brusquement fait marche arrière n'a jamais été élucidée. Quand nous avons écrit l'article, nous avons appelé le FBI et la CIA, mais ils n'ont pas voulu faire de commentaires. C'était d'ailleurs assez amusant. Donc oui, il reste beaucoup de points d'interrogation. Dan Goossen accepte de me rencontrer dans un lieu public, mais refuse d'être filmé. Il m'explique qu'il ne pourra jamais me raconter toute l'histoire. C'est trop dangereux. Goossen a toujours la main sur la cache d'armes. Personne d'autre ne sait où elle est. Le gouvernement sud-africain a baissé les bras et ne fait rien. Elle est toujours là, quelque part. C'est une famille très soudée. Ce petit jeu autour de l'anthrax, les Américains et les Britanniques y jouent ensemble. Et c'est prouvé. Tous les gouvernements tremblent dans ces affaires louches. Et ils ne s'arrêteront pas. Pourquoi le feraient-ils? Je suis sûr qu'aujourd'hui encore, ils sont mouillés jusqu'au cou. Les Américains sont mouillés. S'ils ne veulent pas se laisser distancer, ils sont obligés de garder tout ça. Lors de mon dernier jour en Afrique du Sud, j'étudie les archives du projet Coast et j'y trouve la trace de visites faites par des scientifiques sud-africains à des laboratoires biologiques privés et étatiques en Europe et en Amérique. San Antonio, la Nouvelle-Orléans, Jackson. Suis-je tombé sur la piste d'un vaste réseau qui manigance pour fabriquer une nouvelle génération d'armes biologiques? Parmi ceux que cette perspective inquiète, il y a le professeur Ellen Puckett. Je suis certaine que certains gouvernements continuent de mener des recherches dans ce domaine. Et que c'est sans doute ce qui nous attend à l'avenir, des armes biologiques capables de cibler certaines populations. Je trouve ça terrifiant. Je m'enfonce plus profondément encore dans ce que Dresch, désormais mourant, a appelé les chemins de traverse. Un réseau parallèle vers lequel tout semble converger. Les programmes secrets, les savants morts, l'argent, les lettres contaminées. Je m'inquiète toujours de ce que nous ignorons dans un domaine qui est par nature aussi secret et politiquement sensible et potentiellement aussi explosif sur le plan diplomatique. Ne pas savoir donne naissance à des théories du complot. Certaines sont de la paranoïa, d'autres peut-être pas.
Tant qu'on n'expose pas clairement les faits qu'on connaît, on ne peut pas reprocher aux gens d'être paranoïaques ou de parler de conspiration, parce que c'est un domaine où il est très difficile de distinguer la réalité de la fiction. On a écrit des thrillers biologiques qui sont aujourd'hui du domaine du possible. Une semaine avant le 11 septembre, Judith Miller, lauréate du prix Pulitzer, et 2 de ses confrères du New York Times ont publié un article révélant l'existence de programmes gouvernementaux secrets liés aux armes biologiques. L'un des plus controversés s'appelait Clear Vision. C'était un projet de la CIA qui avait pour but de recréer des armes qu'on soupçonnait l'Union soviétique d'avoir conçues pour les utiliser contre nous. Des ogives, des petites bombes, des dispositifs pour disséminer l'immense arsenal biologique que l'URSS possédait avant son effondrement. Un autre programme secret sur le bacille du charbon impliquait la CIA et Battelle, un laboratoire privé travaillant pour la sécurité nationale. Battelle intervenait comme sous-traitant sur le projet Jefferson. Son objectif était d'essayer de voir si les Soviétiques avaient pu réussir à associer 2 agents pour cultiver un bacille du charbon capable de résister à notre vaccin. Pendant de longues années, on s'est efforcé de reproduire ce bacille dans un labo top secret de la banlieue de Columbus, en Ohio. Trois mois plus tard, le Baltimore Sun rapporte que des chercheurs de Dugway, un centre de test de l'armée, ont fabriqué une forme militarisée du bacille, quasi identique à celle envoyée dans les lettres aux sénateurs. Il faut que j'aille à Dugway, le centre de test de l'Utah, dans l'un des coins les plus reculés de l'Ouest américain. Le plus remarquable ici, c'est que la place ne manque pas pour cacher un secret. Steve Erickson appartient à une association citoyenne qui surveille les activités de Dugway. On a épluché tous les articles de presse qui ont été publiés immédiatement après la découverte du bacille du charbon dans les lettres. Et on a toujours pensé que la qualité du bacille et le fait qu'il s'agisse de la souche Ames orientaient les soupçons vers les milieux de la défense. Donc, le centre de Dugway, où on sait que ces agents ont été aérosolisés et qui est, à part Fort Detrick, dans le Maryland, l'endroit le plus à la pointe des recherches sur le charbon. Nous pensons donc que très probablement, le bacille a été fabriqué ici, à Dugway, envoyé à Fort Detrick, et que peut-être une partie a été détournée en route et s'est retrouvée dans les enveloppes. On ne le saura jamais. Si on devait se lancer dans un nouveau programme offensif, comme autrefois, c'est ici que ça commencerait. Voici les labos de niveau 3. Vous voyez les caméras à gauche? Il y a un couloir parallèle à celui-ci. Tout ce qui se trouve derrière ce mur en béton armé est classé niveau 3. Et l'accès y est strictement contrôlé. À l'entrée, il y a un agent de sécurité qui vérifie que vous figurez sur la liste des personnes autorisées à pénétrer dans le labo. Donc on n'y va pas? Non, je ne pense pas que vous soyez sur cette liste. Un micron, c'est la taille idéale pour qu'une particule soit inhalée et parvienne jusqu'aux alvéoles des poumons. Les agents biologiques avec lesquels nous travaillons ici font un micron, parce que physiquement c'est la bonne taille pour qu'on les inhale. Et tout l'intérêt d'un agent biologique réside dans sa facilité à être inhalé et son pouvoir pathogène. Le bacille trouvé dans les enveloppes était très raffiné, très petit. Les spores faisaient un micron, oui. C'est pour ça que c'était aussi dangereux? C'est une des raisons.
Plusieurs d'entre nous ont collaboré avec le FBI sur l'enquête Ameritrax. Nous en connaissons les détails et nous avons signé des papiers où nous nous engageons à ne pas révéler à quoi ressemblaient exactement les spores. Mais notre labo fabrique bien une forme militarisée du bacille du charbon. Et c'est sans doute le seul dans le pays. En fait, il y en a d'autres. Judith Miller a révélé que Battelle travaillait aussi sur ce bacille. Ces armes utilisées contre le peuple américain, car ce sont des armes. Ces armes utilisées contre le peuple américain et le Congrès, avez-vous connaissance d'autres établissements aux États-Unis qui soient capables de les fabriquer, à part Dugway dans l'Utah et le laboratoire Battelle à West Jefferson, Ohio? Je pense qu'il y en a d'autres. Moi, je n'en connais aucun à part Dugway et Battelle. Je vous le demande parce que j'ai lu l'article paru le 4 septembre 2001 dans le New York Times, qui dit qu'au cours des dernières années, les États-Unis ont entrepris en secret un programme de recherche sur les armes biologiques. Même l'administration Clinton ignorait son ampleur réelle. Ces projets secrets ont été repris par l'administration Bush, avec l'intention de les développer encore. À la prochaine pause, vérifiez et dites-moi s'il existe d'autres laboratoires à part Dugway et Battelle. Oui, monsieur. Monsieur Mueller, si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y. S'agissant des deux laboratoires que vous avez cités, et concernant la question de savoir s'il en existe d'autres ayant la capacité de militariser le bacille du charbon, je souhaiterais une réunion à huis clos, car ces informations sont classées secret défense. Ainsi, le FBI ne nie pas que d'autres laboratoires américains puissent manipuler de nouvelles formes mortelles du bacille. Et leur nombre ne cesse de croître. Depuis les envois des lettres contaminées, la recherche privée en biodéfense a connu un développement considérable, ce qui ne manque pas d'en inquiéter certains. Ça occulte la chaîne des responsabilités, car les sociétés privées sont détenues par d'autres sociétés privées. Et ça crée un écran pour les activités gouvernementales, car les États peuvent ainsi faire certaines choses en se cachant derrière ces entreprises privées. La réaction aux enveloppes piégées et au bioterrorisme a été de lancer une campagne nationale d'1 milliard de dollars pour, entre guillemets, nous défendre contre des terroristes inconnus. Mais la nature de ce programme est la suivante. On se dit, qu'est-ce que feraient les terroristes? Quel serait le micro-organisme le plus dangereux et le plus difficile à détecter et à traiter? Fabriquons donc cet organisme pour tenter de trouver comment nous défendre contre lui. En fait, il n'y a aucune différence avec un programme offensif où vous feriez exactement la même chose. C'est une vraie jungle. Le gouvernement accorde des fonds à droite et à gauche. Les laboratoires de biodéfense prolifèrent et se livrent à des recherches et des expériences non réglementées. Il y a trop d'argent en jeu pour que quiconque puisse s'y opposer. C'est là la vraie conséquence des attentats au bacille du charbon. Depuis 2001, plus de 50 milliards de dollars ont été débloqués par le gouvernement américain pour la biodéfense. Et alors que l'économie mondiale vacille, une industrie est en plein essor. Impossible pour une action d'avoir augmenté de 250% dans le marché turbulent de 2008. Vous ne connaissez pas Emergent Biosolutions, ou EBS. EBS fournit au gouvernement le seul vaccin contre le charbon approuvé par les autorités sanitaires, ce qui a permis à l'action de grimper de plus de 250% cette année. Emergent Biosolutions est le nouveau nom de Biopore, la société sur laquelle Steven Dresch avait attiré l'attention du Congrès.
EBS reste l'unique fournisseur de l'armée américaine pour le vaccin contre le charbon. Et à ce jour, elle lui a vendu 18 millions de doses pour plus de 440 millions de dollars. Des centaines de soldats américains ont refusé cette vaccination à injection multiple. Ils affirmaient qu'elle les rendait malades. Malgré les nombreuses poursuites intentées contre les programmes de vaccination, plus d'1 million de soldats ont été vaccinés depuis 1998. En 2003, Kamila Ivanovska est passée en cour martiale pour avoir refusé la vaccination. J'avais lu qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires chez ceux qui avaient déjà été vaccinés. Et j'avais aussi entendu parler du syndrome de la guerre du Golfe. Ces gens, je devrais les appeler des victimes, je suppose, étaient tombés gravement malades à cause du vaccin. L'un des effets secondaires, ce sont les malformations congénitales. Et c'est ça qui m'inquiétait le plus, parce que je suis catholique et que je ne veux pas prendre quelque chose qui pourrait être mauvais pour un enfant à naître. Le docteur Meryl Nass, spécialiste du charbon, a été cité par la défense comme témoin expert. Vous pensez que le vaccin est dangereux? Je le sais, car j'ai traité beaucoup de patients qui sont tombés malades juste après l'inoculation. Quel genre de maladie? Eh bien, la sclérose en plaques, le lupus, des symptômes similaires au syndrome de la guerre du Golfe, avec perte de mémoire, douleurs articulaires et musculaires, et épuisement physique, et toutes sortes de troubles gastro-intestinaux. La base de données de l'armée elle-même montre qu'après la vaccination, il y a une augmentation des cas de sclérose en plaques, de diabète, de cancer de la thyroïde, du sein, de l'appareil urogénital, entre autres. Beaucoup de données montrent que ce vaccin n'est pas sûr. Le soldat Ivanovska a été renvoyé de l'armée pour refus d'obéissance. EBS déclare aujourd'hui que Biotrax, qui est le seul vaccin contre le charbon approuvé par les autorités, a été le fruit de recherches approfondies et est considéré sûr et efficace. Il a été conçu en collaboration avec les chercheurs de l'armée à Fort Detrick. Selon le FBI, l'un de ces chercheurs était Bruce Ivins, le suspect dans l'affaire des courriers contaminés. En octobre 2008, EBS a signé un nouveau contrat de 400 millions de dollars pour 14 millions de doses, destinées cette fois aux civils. En même temps, à l'insu de la grande majorité des Américains, le gouvernement a adopté une loi décrétant une urgence sanitaire de 7 ans. Les policiers, les pompiers et même le personnel médical devront tous être vaccinés. Cette loi dégage EBS et le gouvernement de toute responsabilité en cas de problème avec le vaccin. Aujourd'hui, Fort Detrick connaît le plus grand développement de son histoire. L'expansion de Fort Detrick, l'état d'urgence sanitaire, la constitution de stocks de vaccins. Serait-ce le signe que les États-Unis se préparent à une guerre biologique ? Quand on regarde les rapports du ministère de la Défense au Congrès sur les programmes chimiques et biologiques, on s'aperçoit que le Pentagone est maintenant en mesure, si j'en crois les rapports les plus récents, de lancer une guerre biologique au moyen du bacille du charbon n'importe où dans le monde. Ils en ont la capacité technique. Les troupes ont été vaccinées, tout est prêt. Selon le professeur Boyle, auteur d'une loi interdisant aux citoyens américains de violer la Convention internationale sur les armes biologiques, l'organisation d'une guerre au bacille du charbon est manifestement en cours. Ils demandent l'élaboration d'un modèle informatique pour simuler une frappe mondiale à l'aide de 5000 armes biologiques. C'est dans les documents. Ils utilisent le mot « frappe », c'est un terme offensif.
En février 2008, Vladimir Poutine a prévenu que les avancées en bio et nanotechnologie et en technologie de l'information pourraient mener à une nouvelle course aux armements.